Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Une réunion pour explorer les opportunités de renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la Suisse. Dans l'actualité internationale, le bilan de la guerre à Gaza s'alourdit à plus de 31 923 morts. C'était les titres. Place au développement. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Al-Youssouf, a reçu son homologue de la Confédération suisse, conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle à Djibouti effectuée par le conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Deuxième étape d'une tournée régionale qui comprend également l'Éthiopie en première étape, le Kenya en troisième étape. De son côté, le conseiller fédéral des affaires étrangères suisse a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Les discussions entre les deux ministres ont porté sur un large éventail de questions tant bilatérales qu'au régionales. Par ailleurs, les deux ministres se sont engagés à travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité dans les régions touchées par le conflit. Ils ont également convenu de collaborer sur la question des migrations, de ses effets sur Djibouti et enfin l'importance du multilatéralisme et des moyens de renforcer ont été abordés entre les deux ministres. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. C'était dû pour plusieurs choses. Tout d'abord, sur le plan de nos relations bilatérales, elle est due par les similitudes de nos pays. Nous sommes les deux des pays de plus petite taille que les pays qui nous entourent, le nôtre et le vôtre. Nous avons dû apprendre à vivre avec ça et en tirer les meilleures leçons pour nous développer dans le futur. Deuxième similitude très importante, la position géostratégique de nos pays. Nous, au cœur du continent européen, sur le passage des Alpes, depuis 2000 ans, nécessaire pour bouger du nord au sud du continent européen, et vous, ici, à l'entrée de la mer Rouge, un endroit tout à fait géostratégique pour le trafic des marchandises. Vous, entre le monde arabe et le monde africain, qui vous enrichissez des deux éléments, des deux cultures, et vous connaissez les différences et les difficultés aussi de compréhension entre les deux. Et nous, qui sont à cheval entre l'Allemagne, la France et l'Italie, qui depuis des siècles se sont aussi fait des guerres dans le continent européen pour l'hégémonie dans le monde. Et quant au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Al-Youssouf, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette relation, notamment avec la Confédération helvétique. Un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale pour votre première étape de cette visite historique d'un haut responsable suisse, donc en République de Djibouti. Votre voyage dans la Corne de l'Afrique, et particulièrement à Djibouti, je crois, illustre l'intérêt que suscite cette partie du monde pour la Suisse et pour la communauté internationale. Et je rappelle ici que votre pays est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2023-2024. Djibouti, riche donc de sa jeune population, de plus en plus qualifiée, de ses ressources naturelles, de sa position géostratégique unique, à la croisée des continents, pays côtier au bord de la mer Rouge, fait face donc aujourd'hui à de nombreux défis. Donc en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, vous êtes certainement au courant de la terrible situation humanitaire qui est celle de Gaza, la terrible situation humanitaire
du peuple soudanais en raison du conflit et le nombre tout à fait grandissant des réfugiés que connaît la Corne de l'Afrique, en plus d'un flux migratoire extrêmement important que la Corne de l'Afrique draine vers le Moyen-Orient et vers l'Europe. Et donc ces conflits sont un peu à l'origine de ces déplacements de population. En plus, ajouter à cela donc ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques, l'impact des changements climatiques a également comme conséquence ce déplacement de population de plus en plus grand. Je tiens donc à saluer donc la position très balancée, très, je dirais, équilibrée de la Suisse quant à ces sujets au niveau du Conseil de sécurité et nous suivons de près les déclarations de votre représentant à chaque fois que ces questions viennent donc à la table des débats du Conseil de sécurité. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu également cette délégation des affaires étrangères suisses. Eh bien, à leur arrivée au port, précisément au quai de chargement, ils ont été accueillis par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, accompagné de ses proches collaborateurs. La société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, il faut également mentionner qu'elle relie les marchés locaux à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ensuite, la visite s'est poursuivie à la zone franche. Sur place, ils ont pu découvrir un building construit selon les normes disposées en un centre de commerce complexe, hôtelier également. En effet, situé à 23 km du centre-ville avec une superficie de 4 800 hectares pour un investissement global allant de 3,5 milliards de dollars, qu'il est annoncé comme la plus grande zone franche du continent. En ce jeudi 21 mars, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a étudié les comptes financiers de la Société immobilière et d'aménagement foncier pour les exercices des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. La séance de travail conduite par l'honorable Charmake Moussaré, président de la Commission des finances, s'est déroulée en présence des membres de la Commission des finances élargie à la Commission de la production et des échanges. Côté gouvernement, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme de l'Habitat, Amina Abdi, accompagnée des organes dirigeants de la SIAF, a fourni les réponses détaillées aux interventions des membres des deux commissions. Au terme de ces analyses, la Commission de l'économie générale, des finances et du plan a transmis en séance publique avec avis favorable les 5 projets de loi portant approbation des comptes financiers de la SIAF pour les années 2018 à 2022. L'Institut de recherche archéologique et historique a accueilli aujourd'hui un atelier novateur en partenariat avec l'équipe allemande d'archéologie axée sur la méthodologie et la gestion des données en archéologie et en ethnohistoire. Cet événement a été l'occasion pour les chercheurs de partager leur expérience et d'explorer les meilleures pratiques dans ces domaines cruciaux de la recherche. L'atelier a offert également une plateforme dynamique où les participants ont pu discuter des défis auxquels ont été donc avancés
et les technologies dans la collecte de l'analyse, l'interprétation des données archéologiques et ethno-historiques. Des présentations détaillées ont été données au sujet allant de l'utilisation de drones pour la cartographie des sites à l'intégration des bases de données. Associer les disciplines de la géologie, de la géographie et de l'ethno-histoire, car en tant que juriste, j'en sais bien trop peu sur ce sujet. Mais je me réjouis sincèrement de voir que tant de jeunes gens intéressés se sont réunis ici ce matin. C'est un signe qu'il y a manifestement un grand intérêt à entendre que les 4 scientifiques allemands ont à ouvrir. Hier soir déjà, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer les 4 scientifiques allemands et 5 collègues de l'Institut des recherches archéologiques et historiques créé en 2014 au sein du Centre d'études des recherches de Djibouti. En ce qui concerne le jeune État indépendant de Djibouti, je salue vivement le fait que la République de Djibouti ait créé un institut de recherche archéologique et historique de se préoccuper de sa patrimoine culturel. Pour plus d'explications, je vous propose de suivre le mot du directeur général du CERD, M. Jalaluddin Mohamed. Se situe autour du passé. Et le passé est très grand, très large dans le cadre de ces différentes études que mène le CERD à travers ces différents instituts, en géologie par exemple, ou en recherche climatologique. Des recherches pointues sont actuellement menées sur la base des observations de terrain, sur des analyses chimiques, sur des analyses isotopiques. Tout ça pour remonter dans le passé et qui peut se situer sur des périodes séculaires comme ça peut se situer sur des périodes millénaires. Et quand on regarde de près tout ça, on voit que sur plus de 10 000 ans, plus de 20 000 ans, sur des périodes où on connaît un petit peu l'histoire humaine de cette région, assez bien, on voit qu'il y a eu quand même des changements très importants. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que aujourd'hui, si on reçoit l'équipe universitaire allemande, c'est aussi travailler sur l'ethno-histoire, qui est aussi une branche d'études de notre institut de recherche sur l'archéologie et l'histoire. Je pense que par le passé jusqu'à maintenant, pas mal de résultats basés sur des observations, des analyses ont été mis en évidence, mais il reste encore beaucoup à faire et le chantier est très grand. Et c'est en cela que je félicite le directeur de l'Institut, M. Salah Zakaria, et son équipe, qui d'ailleurs montre un dynamisme depuis ces dernières années à renforcer les capacités en termes de ressources humaines, en termes d'activité. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, encore une fois, c'est donner encore un nouvel élan à ce domaine de recherche. Le ministère de la Femme et de la Famille a pris l'initiative d'organiser une séance de sensibilisation au lycée en mettant en lumière la protection de l'enfance et la lutte contre les violences qui leur sont affligées. Cet événement a été donc orchestré dans le cadre d'un atelier d'information visant à éduquer et à mobiliser les élèves des lycées sur les questions cruciales liées aux droits des enfants. Au cours de cette séance, un échange dynamique s'est installé entre les élèves, les représentants des services dédiés à la protection de l'enfance. Cette interaction a permis aux jeunes de mieux appréhender leurs droits en tant que mineurs. Le tournoi du Ramadan organisé par le Centre de développement communautaire de Cheikh Moussa est à son apogée avec la participation de plus de 24 équipes reparties en 6 groupes.
Chaque après-midi, la plateforme du CDC de Cheikh Moussa devient un lieu de rencontre palpitant où des centaines de supporters se rassemblent pour soutenir leur équipe respective. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond de la commune de Balbala qui se retrouvent dans une ambiance pour encourager leurs joueurs préférés. Dans ce contexte, une équipe technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conduite par le conseiller technique, M. Idriss Moussa, s'est rendue sur place pour superviser le déroulement de ce tournoi emblématique de la commune de Balbala. Les participants, les supporters, les bénévoles, les partenaires qui contribuent à faire de cet événement un succès retentissant. Aujourd'hui, cet après-midi plutôt, nous sommes au CDC de Cheikh Moussa de Balbala pour assister au tournoi et surtout qui se déroule pendant le mois de Ramadan. Ce tournoi qui constitue un moment important et omnisport concernant toutes les disciplines sportives, mais également les activités récréatives organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est une occasion à ce niveau pour remercier et féliciter son Excellence Dr Hiba Moumen Assoué qui a pris cette initiative noble pour effectuer l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse en vue de les écarter des chemins sinueux de la délinquance et de la drogue. Cela constitue également une plateforme d'insertion et d'immersion socio-culturelle dans leur milieu naturel respectif et cela renforce également leur patriotisme, mais leur citoyenneté. C'est dans cette optique que ce grand tournoi concernant toutes les disciplines est organisé et s'inscrit dans l'optique de l'encadrement national de la jeunesse djiboutienne pour une meilleure implication dans le développement national du pays et particulièrement pour une meilleure prise en compte de leurs besoins socio-culturels en vue d'une pleine intégration dans le développement national. Et nous allons à Tadjoura pour parler de ces activités de commerce durant le mois béni du Ramadan. Dans les quartiers et dans les artères de la route, des activités diverses de diverses natures se répondent aux besoins et répondent également aux besoins des jeûneurs. Des produits de mise en vente tels que la pastèque, la banane semblent plus répandus. Eh bien, le préfet de la région salue cette initiative pour le mois béni du Ramadan qui a indiqué eh bien, que ces entrepreneurs du mois béni du Ramadan continuent leur activité commerciale en dehors du mois béni. Et ce magazine axé sur Alexandre Hussein, le phare du judo djiboutien qui a illuminé la scène internationale. Commentaire. 8 mars 1998, Adin Hussein Alexandre est bien plus qu'un judoka exceptionnel. Il incarne l'esprit du judo djiboutien portant haut les valeurs de l'excellence et de la détermination. Dans ce grand format, plongeons dans le récit captivant de cet athlète dont la renommée a franchi les frontières nationales pour briller sur les tatamis du monde entier. Adil Hussein Alexandre a gravé son nom dans l'histoire du judo djiboutien avec un palmarès impressionnant. Ses exploits comprennent 2 médailles d'argent aux championnats d'Afrique, 2 médailles de bronze aux Jeux africains à Rabat et à Accra, ainsi que 7 médailles à l'Open continental, dont 2 en or, 2 médailles d'argent aux championnats arabes. Sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo a été le point culminant de sa carrière, témoignant de son engagement et de sa détermination à rivaliser avec les meilleurs judokas du monde. Au-delà de ses succès sur les tatamis, Adin Hussein Alexandre consacre une partie de ses vacances à enseigner et à encadrer des jeunes talents émergents dans son pays.
Cette initiative louable s'inscrit dans la politique visionnaire du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui a accordé des subventions aux sportifs de haut niveau du pays. Cette approche soutient et encourage le développement du sport, permettant des jeunes talents comme Adel Hussein Alexandre de s'épanouir et de briller sur la scène internationale. Comme tout athlète de renommée internationale, Adel Hussein Alexandre bénéficie du soutien indispensable d'un sponsor, en l'occurrence la CAC International Bank, qui a été un pilier essentiel dans son ascension vers l'excellence depuis leur partenariat en 2021. Je suis très fier d'avoir ramené cette médaille pour le pays. Déjà en 2019, à Rabat aux Jeux africains, j'avais ramené une médaille de bronze. Là, c'est encore une médaille que je ramène. Voilà, j'ai montré que Djibouti et le peuple djiboutien peut compter sur moi et que je représenterai toujours les couleurs du pays à l'international. Maintenant, ça sera une grosse préparation pour les championnats d'Afrique. Je tiens à remercier le secrétariat des sports, le comité olympique et mon sponsor CAC Bank, qui me permettent de financer tous mes déplacements et toutes mes compétitions. Adel Hussein Alexandre incarne la quintessence de l'athlète moderne, talent, détermination et engagement envers l'excellence. Son parcours extraordinaire est un témoignage de son dévouement envers son sport, sa nation et son sponsor officiel. Dans l'actualité internationale, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que le bilan de la guerre israélienne s'est alourdi à plus de 31 923 morts et plus de 75 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. C'est ce qui ressort du rapport statistique quotidien du ministère de la Santé de la bande de Gaza, coïncidant avec le 166e jour de la guerre contre des Palestiniens. L'occupation israélienne a commis ces dernières 24 heures plus de 10 massacres contre des familles, dont 104 morts et 162 blessés. Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de justice pour homicide. Et au Brésil, pour terminer, au cours des 2 premiers mois de cette année 2024, 196 km² ont été déboisés dans la forêt amazonienne au Brésil, soit 63% de moins qu'en janvier et février 2023. Une bonne nouvelle qui suscite l'espoir et confirme la tendance, bien que la surface sur laquelle les arbres ont été abattus correspond toujours à 327 terrains de foot par jour. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.